Donc, je suis bien content d'assister à votre conférence et c'est assez fascinant tout ce que j'ai vu ce matin. Et puis, en fait, ça va rejoindre un peu nos réflexions. Je vous dirais, là, je ne sais pas comment faire avancer la switch. Excusez-moi, là. Ouais, je sais, c'est un peu les yeux, les cheveux, les chevilles, j'ai la rate qui se dilate, comme disait la chanson. Mais écoutez, je pense que c'était excessivement intéressant ce matin, là, les conférences. On a vu comment on peut transformer une expérience. Ça m'a aussi un peu comme sorti de l'aspect souvent conventionnel qu'on peut avoir. Puis je pense qu'une des discussions qu'il y a eu tout à l'heure sur la beauté, c'est sûr que j'ai commencé à travailler avec des gens de votre formation, avec des équipes, il y a bien longtemps. Je vais en parler de certains des projets. Mais il est évident que cette évolution de temps en temps va vers une forme, surtout dans les milieux urbains, de gentrification, en fait, la génération bobo laté, etc., ce qui fait qu'on se promène d'une ville à l'autre et on a commencé à se demander si c'est pas tout à fait toujours la même ambiance. Alors que nous, notre objectif, je voudrais d'abord parler rapidement de le rôle. Qu'est-ce qu'on joue comme rôle, en fait, avec vous? On a commencé d'ailleurs dans les début des années 80, j'étais pas un jeune, je venais de finir d'étudier, hein, ça m'a pris du temps. Et donc, les projets auxquels on a touché, entre autres ici, on a travaillé avec toute une équipe sur développer une vision. Alors nous, un de nos rôles, c'est vision et stratégie. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec le Vieux-Port de Montréal. Il y avait des objections. Le Vieux-Port de Montréal, waouh, c'était pas attrayant, il y avait des rails de chemin de fer et tout ça. Le vieux Montréal se plaignait parce qu'il y avait tant de décrépitude, etc. Puis là, on a commencé à travailler en équipe, on a dit, bon, ben, on pourrait développer quelque chose. On a fait des études, on a fait des sondages, des focus group. Et ce que les gens réclamaient essentiellement, c'était un accès à l'eau. Puis les gens nous soulignaient le fait qu'on est sur une île, puis on n'a pas accès à l'eau. Mais vous vous souvenez, ici, il y avait une barrière, des chemins de fer. Ah, peut-être ils sont trop jeunes pour s'en souvenir, eux autres. Mais vous, monsieur, vous en souvenez, hein, c'est ça. Et puis, c'était un rebutoir. Donc, ce qu'on a dit, ben, ouvrons, et puis peut-être les museaux viendront après, mais l'idée, c'était plus de donner l'accès à l'eau. On a aussi travaillé le canal Lachine, pas loin. Donc là, c'était, on voulait boucher ça. La question est de savoir, par Canada, est-ce qu'on va en faire un endroit où on peut de nouveau faire du canotage ou autre. Puis après, vous voyez, un autre élément, vision, stratégie, justification économique. On a souvent le fardeau de dire, est-ce que les millions qui vont s'investir là-dedans, et puis c'est quelque chose qui vous interpelle aussi, sont justifiés. Alors dans le cas du canal Lachine, on a fait des travaux pendant à peu près 2 ans, et on dit oui, ça peut être un attrait touristique, oui, ça va améliorer la qualité de vie des gens, mais surtout aussi, ça va entraîner un boom d'investissement urbain, etc. Aujourd'hui, regardez, c'est un des endroits magnifiques de Montréal, un landmark, pas le seul, mais on a aussi travaillé, par exemple, sur Tremblant, le massif. Enfin, je vous donnerai, si vous posez des questions tout à l'heure, je ne veux pas faire la liste de tous nos projets, mais juste dire notre implication avec vous, parce que on se fait un peu l'avocat du diable dans certains cas, ou alors un inspirateur, c'est la vision et la stratégie, c'est ensuite la justification économique, vous le savez, elle est de plus en plus présente. L'attente des touristes et des visiteurs, parce qu'au fond, quand on disait la beauté, oui, ben en fait, je pense qu'on va voir tout à l'heure que ce n'est pas forcément la beauté qu'on cherche en tourisme, on cherche quelque chose qui intéresse, qui distingue. Mais donc, on travaille beaucoup avec des focus group, des sondages, des entrevues, des gens pour voir qu'est-ce qui pourrait faire vibrer le tourisme, parce que je suis donc mandaté dans des projets à titre touristique. Remarque, je fais quand même une remarque là-dessus, c'est que aujourd'hui, le touriste, c'est une partie de plus en plus grande des touristes ne veulent pas aller dans un produit touristique. Il faut qu'ils aillent dans un endroit que les gens locaux aiment, s'approprient, jouissent dedans. Donc, à ce moment-là, il y en a encore qui s'en vont à Disney et tout ça. Remarque, les gens ont l'air heureux à Disney aussi. Donc, mais quand on veut voyager, c'est pas pour avoir des choses standards.
Et la concertation, vous savez, des projets. Alors nous, on est des animateurs souvent pour introduire la voix du consommateur, du touriste dans ces réflexions, parce que des projets, comme on a vu ce matin, que vous avez présentés, ou qu'on voit à la carrière Miron, là, je ne me souviens plus le nom finalement qu'on a retenu, c'est de s'assurer que tout marche ensemble. Tu sais, vous ne pouvez pas vous dessiner un paysage si le reste ne suit pas. Là, tu sais, le reste, c'est l'accessibilité, les endroits pour... vous avez parlé ce matin, un parking qu'il faut, le métro, etc. Alors, je veux vous parler en fait de réflexion, parce que Paul a fait tout un survol statistique et économique. Donc, je ne répéterai pas, j'ai scrappé 2-3 acétates. Non, c'est pas vrai. Donc, au fond, les paysages, au fond, c'est un des éléments essentiels de l'image de marque et unique d'une destination touristique. Bon, ce qu'il faut penser, puis ça peut être toutes sortes de choses. Okay? Ça peut être un monument, ça peut être un immeuble. Dans certains, comme à New York, un élément qui est très intéressant, c'est le skyline. Ils en servent beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, si vous prenez le pont Champlain, enfin, il est encore là, profitez-en. Là. Je ne sais pas le nouveau si ça s'y permettra, mais tu as un point de vue extraordinaire sur le skyline de Montréal, surtout quand c'est des soirées très froides, l'air est sec, c'est lumineux, là, c'est... Parfois, je le prends 2 fois, 3 fois. Quand il y a des amis qui arrivent, je vais. Ouais, mais je le prends pas aux heures de trafic. Comme ça, là, et puis, j'habite pas rive sud non plus. Alors, donc, quand on fait la promotion, l'image de marque d'une destination touristique, vous savez, les touristes, ils n'analysent pas 36 choses. Là, souvent, c'est une image. Quand vous regardez qu'est-ce qui les motive, c'est une image. Hein, on parlait rocher percé. Un rocher percé, même si on l'a déjà vu souvent, mais c'est toujours quelque chose qui est quand même très intéressant à regarder. En tout cas, au moins, le touriste, lui, il dit « Ouf, ça, je veux le voir ». À Québec, c'est le château Frontenac que des hôteliers ont voulu enlever, mais ça fait partie du landmark quand même. Ce n'est pas une entreprise, c'est un des symboles. San Francisco, le pont ou la petite rue Steiner, là, avec les petites maisons victoriennes. On n'en a plus beaucoup des maisons victoriennes ici à Montréal, mais je vois des vieilles photos, il y en avait beaucoup. Donc, c'est extrêmement important de choisir une image forte parce qu'elle vaut bien des mots. Donc, le paysage, c'est lui qui fait. Comme Zermatt, c'est le Cervin, hein, qui est son image. Donc, on doit travailler là-dessus. Puis, dans des villes, par exemple, à Québec, la rue du Petit Champlain est extrêmement photographiée puis diffusée dans un paquet de magazines. Ensuite, c'est le point d'orgue de l'expérience de visite. Le touriste, lui, quand il va dans une destination, et ça n'a rien à voir forcément, peut-être, je veux prendre un contrepoint, avec beau ou pas beau. Tu sais. Au fond, il faut que ce soit caractéristique. Donc, si moi je dis, est-ce que c'est beau, c'est pas beau, je ne sais pas. Moi, je m'en vais, par exemple, à New York, je vais souvent dans le Lower East Side. Est-ce que c'est beau, c'est pas beau? Mais je sais qu'il y a un génie du lieu. C'est un endroit qui... Oui, OK, on accélère. Ensuite, et puis finalement, le paysage aussi, c'est ce qu'on ramène avec soi. C'est les cartes postales, c'est les photos, c'est le partage. Donc, les paysages au cœur du développement touristique, qu'est-ce qu'on a comme rôle? Qu'est-ce que vous avez comme rôle à jouer? Parce que c'est d'abord, il faut protéger. Je sais que ça paraît un peu bizarre parfois, protéger, parce qu'il ne faut pas penser non plus qu'il n'y a pas une dynamique de développement. Valoriser. Alors, protéger, vous ne pouvez pas faire grand-chose peut-être, sauf sonner l'alarme. Okay. Puis, certains projets s'installent dans le paysage. Aux îles de la Madeleine, je me suis beaucoup battu avec des gens qui voulaient faire un hôtel, mais ils l'installaient dans le paysage. J'ai dit non, il faut le mettre quelque part, qui regarde le paysage. On ne détruit pas un paysage en faisant un développement touristique. Valoriser. Là, vous avez un rôle à jouer. Faire des projets dans lesquels le paysage naturel, qu'il soit urbain, naturel, soit mis en valeur. Le prolonger. OK, on peut, là, je pense, des exemples qui ont été donnés ce matin, on prolonge, au fond, le paysage naturel en lui donnant un écho par vos travaux. Finalement, créer, parfois, on crée de toutes pièces un paysage qui peut être intéressant. Des paysages uniques. Alors, c'est ça que la beauté,
au fond, n'est pas si importante que ça pour le touriste. Il faut que ce soit unique et caractéristique. Aujourd'hui, on dit ça de façon snob, un peu signature. Tu sais que tout devient signature. Un paysage signature, un aménagement. Mais ça veut dire simplement qu'il est unique. Et l'idée, c'est de séduire durablement les touristes. Alors, je donne quelques principes qu'on travaille généralement. L'ancrage dans le milieu immédiat. Le génie du lieu ou l'esprit du lieu. Ça, c'est la mise en valeur. Ça, les gens triple là-dessus. Là. Puis je reprends encore Lower East Side à New York, là, avec les tenements, retracer l'histoire, c'était des immigrants, il y a des peintres, des expositions qu'on fait là-dessus. On peut exploiter un thème vraiment extraordinaire. Puis après, le client, il le retrouve dans le paysage. Aménagement de berges, un grand... 70% de la population mondiale habite sur le bord de l'eau maintenant. Et tout a été massacré pendant des années. Donc là, je pense qu'il y a une réappropriation vraiment intéressante. Et l'exemple ce matin de Nantes et Saint-Nazaire, c'est génial pour ça. Quartier nouveau, reconverti, parc, place, promenade, ce sont des thèmes. Alors, bon, là, c'en est une que je peux sauter assez rapidement parce que... Oui, mais attendez, je ne sais pas si je veux vous donner la parole. En fait, 70% de la population mondiale habite à peu près à 1 heure de l'eau. Ouais, pas sur les plages. Non, non, sur le bord de l'eau. D'ailleurs, quand vous avez une carte, si vous regardez ce Google Maps et tout ça, vous voyez, c'est toujours... c'est normal parce qu'il y a eu les ports, la pénétration, etc. Alors, écoutez, nous, on a fait un article il y a quelques années, Julie Jacques, qui doit être là avec nous cet après-midi, sur la valeur touristique et économique des paysages, qui a été publié dans Théoros. Mais ça n'a pas progressé beaucoup parce que c'est très difficile, comme le disait Paul, d'évaluer. C'est sûr, il y a les dépenses touristes, faiblement, il y a les investissements requis aussi. Il faudrait vraiment faire un effort là-dedans. Est-ce qu'il vaut la peine? Non, je pense que c'est tellement évident que les paysages apportent une valeur économique que c'est peut-être pas nécessaire. Donc, qu'est-ce qu'on essaie? C'est d'intégrer le rêve et les attentes du touriste dans l'architecture de paysage. Ça vous interpelle. Donc, au fond, c'est lui permettre de contempler et de s'extasier. Je pense que c'est la première chose, c'est ce qu'on appelle l'effet « wow ». Ensuite, comprendre, apprendre. Parce qu'un paysage, là, je veux dire, tu peux le regarder, puis tu repars, puis tu dis, OK. Je me souviens des amis qui sont allés en Grèce, puis ils ont dit, là, il y a des pierres, des vieilles pierres, puis d'autres vieilles pierres, puis d'autres vieilles pierres. Tu sais qu'ils avaient à peu près 200 photos, puis ils n'avaient rien compris. Et puis à un moment donné, c'est sûr, quand tu ne comprends pas, là, ça devient un peu plate. Finalement, aussi, dans les aménagements, il faut vivre et consommer. Le touriste, aujourd'hui, il est contemplatif, mais en même temps, il veut une tranche de vie. Donc, là où il se promène, il faut qu'il soit capable de sentir la ville, la destination, l'environnement dans lequel il est, et le consommer, puis ensuite pouvoir l'apprécier, puis le partager. Le partager, il y a tellement de possibilités de partager aujourd'hui, tu sais, comme on tweet, oh que c'est beau, viens-t'en, puis tu sais, c'est les Facebook et autres, les gens partagent énormément. Et qu'est-ce qu'ils partagent? Des mots, c'est quelque chose, mais c'est des photos. C'est des photos, des paysages, des trucs uniques. Puis je me dis toujours, quand je travaille avec une destination, je dis, choisissez donc, au lieu de parler théoriquement d'un positionnement, choisissez donc 4 photos qui vous caractérisent. Ça peut être un événement, mais souvent, c'est des choses... Et l'avantage d'un paysage, c'est qu'il ne peut pas être répliqué. Tu sais, un paysage, c'est unique, quel qu'il soit. C'est unique et c'est ça qu'il faut garder. Puis le danger, justement, aujourd'hui, que je vois, avec, en tout cas là-bas, quelque part, là, il y a des projets qui sont excessivement nivelés vers le bas et qu'on retrouve en Floride, de partout. Moi, je parle du quartier d'Istrante ou des choses de ce genre-là. Tu sais, c'est très, très dénominateur. J'ai rien contre, c'est un beau succès. Mais touristiquement, c'est pas très identitaire comme projet. Alors finalement, je vais vous parler une dernière acétate. On est à 5 minutes. C'était long, ces 5 minutes-là que vous m'avez donné. Merci, mademoiselle. OK, là, j'ai le temps, je peux en parler. Bon, j'ai encore un autre 10 minutes, si je comprends bien. Écoutez, ce qu'il faut dans vos projets, c'est penser à l'expérience du visiteur. Puis nous, on est là pour veiller à ce grain-là dans le paysage à créer ou à aménager. D'abord, on ne peut pas dire on fait quelque chose pour les touristes,
on fait quelque chose pour la population locale. On fait quelque chose pour quelqu'un qui aime ça. Qu'il soit touriste, local, visiteur, excursionniste, là, il faut qu'il tripe quand ils viennent. Ça, je pense, c'est une des choses. Et le touriste aujourd'hui, de qualité, il veut être certain que la population locale soit là. Il ne veut pas être un autobus de Chinois suivi d'un autobus d'Allemands, suivi d'un autobus d'Anglais. Ça, c'est un peu les bateaux de croisière, parfois, qui ont un peu cet aspect-là. Famille et jeunes actifs. Aujourd'hui, on a un tourisme qui est de plus en plus intergénérationnel. Donc c'est parents, leurs enfants et les grands-parents. C'est intéressant parce que les enfants sont hyperactifs, les parents peuvent avoir un peu de paix pour eux, puis c'est les grands-parents qui ont la carte de crédit. Alors ça, l'industrie touristique en rêve de cette génération, de ce tourisme intergénérationnel. Bien entendu, il y a des conflits d'usage potentiels que vous devez penser dans vos aménagements. Parce qu'à un moment donné, la population d'accueil, elle peut devenir un peu agressive par rapport à l'encombrement créé par les touristes. Et on le voit dans certains cas. Donc pensez, quand on aménage, est-ce qu'on peut faire des voies séparées parfois, qui se croisent, mais ça peut être encombrant et on voit certains phénomènes de rejet des touristes dans certains endroits. Mais à Québec, dans le Vieux-Québec, il y en a de temps en temps. Là, comme quand le Red Bull, là, il a fallu le réaménager un tout petit peu. L'accessibilité. Pour le touriste, l'accessibilité est importante. Okay? Parce que le touriste, lui, là, il débarque, à un moment donné, il devient insécure, il veut trouver, mais il faut qu'il s'y retrouve. Donc, il faut vraiment penser à cette notion d'accessibilité, mais elle est aussi pour la population régionale. Puis là, l'accessibilité, c'est trouver facilement les moyens de transport, mais aussi l'accessibilité pour les gens à mobilité réduite, comme on dit. Là. Puis, moi, je pense qu'un des éléments clés pour le touriste, lui, il ne sait pas tout ce que nous, on sait. Il n'y a pas eu des générations, l'école pour lui apprendre. Donc, je pense qu'il faut faire un effort d'interprétation, pas lourd, mais au moins faire du sens avec le paysage qu'il est en train de voir, puis de découvrir, puis il essaie de comprendre, puis qu'il voudra partager. Alors, c'est ce que je voulais vous partager avec vous cet après-midi. Bon, merci.